Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir maintenant pour la remise du prix L'Art et l'Essai. Et je vais tout de suite donner la parole à Katia Bienvenue, qui est la chef du service des éditions de l'Institut national d'histoire de l'art. L'Institut national d'histoire de l'art qui est un des organisateurs avec le château de Fontainebleau du Festival de l'histoire de l'art et qui a le plaisir d'avoir ce prix, l'art et l'essai, avec le comité des travaux historiques et scientifiques. Katia Bienvenue va nous dire tout ce qu'il en est de ce prix et va vous annoncer donc aussi les lauréates du prix de cette année. Merci France. Bonjour. Donc, je vais vous présenter très rapidement la collection et le prix L'Art et l'Essai pour vous expliquer en quoi il consiste, puisque c'est un prix un peu particulier. C'est un prix qui est décerné chaque année à deux étudiants, deux doctorants en histoire de l'art. Donc, il va récompenser deux thèses de doctorat en histoire de l'art, dont la vocation est de rendre compte de la recherche en histoire de l'art en France. Donc les lauréats sont de jeunes doctorants et c'est un prix très important puisqu'il donne la possibilité à ces jeunes chercheurs de publier leurs thèses dans la collection donc, du même nom, l'Art et l'Essai, qui est une collection qui est coéditée avec avec le Comité des travaux historiques et scientifiques et l'Institut national d'histoire de l'art, et qui consiste à transformer la thèse en un essai, donc un petit peu tout le contraire des 800 pages dont vous avez entendu parler tout à l'heure, parce qu'il s'agit de la réduire, de transformer la thèse en un livre, donc de transformer un peu sa structure. Donc il y a un travail de réécriture et d'accompagnement éditorial qui est proposé aux étudiants, et c'est une collection très importante, enfin aux chercheurs qui sont plus étudiants à partir du moment où ils ont leur doctorat précisément. Et c'est une collection historique aussi, puisque elle est née quasiment en même temps que l'Institut national d'histoire de l'art, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans. Et elle continue aujourd'hui, ce qui est une bonne chose dans le panorama aussi éditorial de la discipline. Et donc cette année, les deux lauréates sont donc Adèle Akamatsu, que vous allez entendre tout à l'heure, et Federica Carta, qui malheureusement n'a pas pu venir puisqu'elle est en séjour d'études à l'étranger et trop loin pour pouvoir nous rejoindre aujourd'hui. Mais je vais vous parler très rapidement de ces travaux pour vous en donner une idée. Donc sa thèse s'intitule Lux in Fabrica, le décor architectural en terre cuite émaillée de Luca et Andrea Della Robbia. Et elle a soutenu sa thèse il y a pratiquement un an, c'était le 8 juin 2022, j'ai noté la date précisément. Et il y est question de Florence au XVe siècle et d'un moment d'expérimentation technique important, puisque on y produit des terres cuites émaillées et colorées. Donc ça, je pense que vous avez peut-être déjà pu en voir. Il y en a quelques-uns au musée du Louvre, ici aussi. Et donc l'aspect de ces terres cuites émaillées est lisse et brillant, et elles ont l'avantage de pouvoir être placées à l'intérieur des architectures comme à l'extérieur. Et son travail donc consiste à vraiment comprendre comment cette nouveauté technique a renouvelé le décor architectural, et en particulier donc à Florence, puisque c'est là qu'il est né, et également la technique et le répertoire ornemental que ces nouvelles formes ont pu proposer, et la collaboration aussi avec les architectes dont vous connaissez peut-être Filippo Brunelleschi ou Giuliano da Sangallo, qui sont les architectes peut-être les plus connus de cette époque-là. Donc, voilà, son travail, c'est aussi un petit peu pour vous expliquer pourquoi on sélectionne ces travaux en particulier, c'est-à-dire qu'il y a un vrai apport en fait à la recherche en histoire de l'art qui n'est pas forcément facile à comprendre quand on est hors de la discipline, mais qui est quand même très important dans la récompense et dans les choix qu'on opère. Donc je vous montre très rapidement à quoi ressemble la collection, qui malheureusement n'est pas
en vente au Salon du Livre, puisque l'éditeur est absent, mais voilà. Donc, comment ? Ah, vous l'avez vu ? Ah bon, bah alors, merci. Je ne l'avais pas vu, mais c'est une bonne nouvelle. Et je te redonne la parole pour présenter la thèse d'Adèle. Voilà, donc c'est un très très grand plaisir de vous présenter Adèle Akamatsu, puisque j'ai eu la chance de diriger sa thèse. Je n'étais pas membre du jury de l'art et l'essai cette année, précisément pour cette raison. C'est voilà, une thèse qui a été préparée à l'université de Tours en co-tutelle, en co-direction avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la double direction donc de Pierre Watt et de moi-même. Adèle Akamatsu est arrivée à nous depuis l'école normale supérieure, où elle avait à la fois étudié l'allemand, mais aussi l'histoire de l'art. Et très tôt, elle a suivi sa vocation en explorant les musées, et les musées en Allemagne en particulier, en séjournant aussi à plusieurs reprises en Allemagne. Et j'ai eu la chance de l'accompagner sur plusieurs années dans cet accomplissement de sa vocation, qui s'est non seulement concrétisé par la soutenance de thèse le 8 avril de l'année dernière, mais aussi par la réussite au concours du patrimoine cette même année-là. Et donc, vous allez pouvoir écouter aussi une jeune conservatrice qui vous présentera, enfin, voilà, en formation, qui vous présentera son projet de livre, puisqu'il s'agit désormais de ça. Nous avons tout à l'heure entendu Thibaut Boulevin qui nous parlait de la publication, enfin de son livre, de sa thèse transformée en livre. Adèle va entamer avec Katia Bienvenue un travail d'écriture, de transformation du manuscrit de thèse en livre. Mais en réalité, le livre est déjà présent dans cette thèse, avec des hypothèses, avec des développements qui ont vraiment convaincu à la fois les membres de son jury de soutenance et les membres du jury L'Art et l'Essai. Cette thèse, Adèle Akamatsu l'a entreprise sur la peinture de paysages en Allemagne au XIXe siècle et les imaginaires du Nord. On est ici entre deux grands tableaux de paysages qui vont être une sorte de triangulation par rapport à ce que Adèle va nous présenter. Effectivement, le Sud est une source d'inspiration constante pour la peinture de paysages depuis longtemps, mais les peintres au XIXe siècle cherchent une alternative, cherchent d'autres horizons, d'autres sources qui pourraient d'une certaine façon régénérer la peinture de paysage. Et ce qui est très impressionnant dans la thèse et dans le futur livre d'Adèle, c'est la façon dont elle a exploré la question à partir d'un corpus qui est à la fois assez étendu, en même temps très déroutant par ses propositions qui parfois joue sur des stéréotypes de paysages, parfois joue sur des expériences vécues du paysage et qui en même temps entrent dans une forme de dialogue avec la tradition. Et pour saisir ce corpus, Adèle a vraiment déployé tout un panel de voies d'accès, d'outils pour vraiment suivre ces peintres dans leur réflexion et dans leur cheminement. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans son travail, c'est de pouvoir penser ce sujet-là dans sa très grande matérialité, comment ces peintres ont exploré des territoires nouveaux, ont voyagé par quel climat, et on rejoint la question du climat qui est aussi au cœur du festival. C'est-à-dire que quand on pense aux imaginaires du Nord, on a en tête les glaciers, le Spitzberg tel qu'il a pu être peint par d'autres comme Biard, etc. En réalité, ces peintres voyageaient plutôt l'été, quand il n'y avait pas de neige, et quand au contraire il y avait beaucoup de pluie et de moustiques. Et c'est une autre expérience du Nord que l'on voit apparaître dans ces tableaux et que Adèle a très bien su saisir à travers
travers les sources éparses. Elle a retrouvé des lettres, des correspondances, des journaux intimes, parfois des dessins intimes, des dessins comme des bandes dessinées qui racontent les itinérances dans le Nord, en particulier en Norvège. Et elle a su voir aussi quels étaient les imaginaires littéraires, fantastiques, poétiques qui étaient mobilisés pour saisir ces paysages. Et donc c'est une thèse qui nous entraîne vraiment à la suite de ces peintres dans leur déplacement, des déplacements physiques, mais aussi des déplacements mentaux qui ont été très, très féconds pour la transformation du paysage au cours du 19e siècle. Et ce qui est vraiment pas artificiel dans le lien avec le thème du climat, c'est l'attention qu'ont porté ces peintres à des contextes climatiques particuliers, à une faune, une flore très, très particuliers, pour lesquels ils donnent aussi des indices qui aujourd'hui peuvent nous aider dans notre réflexion sur une histoire de l'art informée par les humanités environnementales. Donc c'est vraiment une thèse très riche et je me réjouis de la voir bientôt publiée dans la collection L'Art et l'Essai. Et tout de suite, je donne la parole à Adèle pour qu'elle puisse vous présenter son travail et peut-être vous montrer quelques images. Je crois que la présentation... Présentation FHA. Merci. Ça, c'est un cadeau pour vous. Oh, c'est trop gentil. J'adore Greuze en plus. Bon, je mets pas de chronomètre. Bonjour et merci à tout le monde d'être ici. Je suis vraiment très très heureuse et honorée d'avoir reçu ce prix qui va me permettre de publier ma thèse. Et je remercie France Nerlich d'avoir présenté ma thèse et Katia Bienvenue qui était la présidente du jury du prix de thèse L'Art et l'Essai et puis qui m'accompagnera pour publier la thèse. Ce sera encore toute une aventure. Je remercie aussi donc, les autres membres du jury, l'INHA et le CTHS. Et puis, à nouveau, France Nerlich en tant que directrice de ma thèse. Et Pierre Watt, qui donne actuellement une conférence sur les artistes sont-ils des bons climatologues. Donc, ça m'intéresse. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Norvège, ils se préoccupent de la météo parce qu'il faut échapper à la pluie. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce qui fera l'objet de la publication. Et comme vous l'avez entendu à travers la très belle présentation que France Nerlich a fait de ma thèse, il est question d'imaginaire nordique et plus particulièrement d'un nord plus au nord que l'Allemagne. Pas non plus l'Arctique, c'est pas la mer de glace de Caspar David Friedrich, c'est pas l'île de Rügen de Caspar David Friedrich, mais c'est un nord plus au nord de l'Allemagne, accessible depuis Dresde, Weimar, Hambourg, Düsseldorf ou Munich, qui est en Bavière, mais certains peintres partent d'ici, donc ce sont les villes d'où partent principalement les peintres de mon corpus, qui se rendent donc dans un nord scandinave, et plus particulièrement en Norvège. Alors, en effet, pourquoi ces imaginaires nordiques trouvent un renouvellement important au cours des années, à partir des années 1820 et jusqu'au milieu du siècle, parce qu'une cinquantaine de peintres partent d'Allemagne pour se rendre en Scandinavie durant l'été, c'est important à noter, et pour le sud de la Norvège ou de la Suède, mais principalement dans le sud de la Norvège pour aller voir les fjords norvégiens. Donc je vous présente ici quelques noms. Vous les découvrez sans doute. Moi-même, je les ai découverts à l'occasion de ma thèse, mais certains, c'était des véritables stars à leur époque. À leur époque, c'est le cas notamment d'Andreas Arenbach, qui est établi à Düsseldorf,
et qui, pour ses 50 ans, reçoit des vœux d'anniversaire de toutes les académies d'Europe, et qui était très riche aussi. Alors pour vous donner à voir un petit peu ces paysages, en effet, qu'on a en France pas très souvent l'occasion de voir, malgré, j'en reparlerai, des expositions récentes. Donc je vous montre quelques-uns des paysages qu'ils ont pu peindre. Oui, vous voyez. Donc je commence avec Louis Gourlit, qui a commencé par se former à Hambourg, où il a vu des tableaux de Johann Christian Dahl. Donc Johann Christian Dahl, c'est le peintre norvégien qui s'établit à Dresde, contemporain de Caspar David Friedrich. Ils vivent dans la même maison, et qui expose le premier, dès le début des années 1820, des paysages de Norvège, un peu dans toute l'Allemagne, et en particulier à Hambourg, où Louis Gourlit voit ces paysages. Gourlit qui se rend à l'Académie de Copenhague pour poursuivre sa formation, et dans les années 30, entreprend plusieurs voyages en Norvège, en Suède et dans le reste du Danemark. Ici, il peint une version apaisée, pittoresque, presque idyllique du fond d'un bras du fjord Hardanger, qui est l'un des fjords qui est la destination des peintres, dans la lumière du matin. Alors j'espère que vous pouvez voir, admirer la qualité du rendu de la lumière rase le long des talus, et le passage de l'ombre à la lumière, et puis l'insertion des travaux des champs dans ce paysage qu'on devine grandiose à l'arrière-plan. À partir de la fin des années 1830, ce sont surtout des peintres formés à Düsseldorf qui font le voyage. Je vous parlais d'Andreas Achenbach. Voici l'une de ses œuvres qui combine les montagnes abruptes, l'eau des fjords, l'aspect d'un paysage sauvage avec des souches d'arbres renversées, une espèce de pierre runique et quelques habitations. Alors ce tableau, plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu parce que j'aime bien le commenter. À cause notamment, il est beau, mais en plus il y a un petit détail qui m'a longtemps pas posé problème, mais sur lequel pendant longtemps je ne m'étais pas spécialement arrêtée. Voilà, j'étais partie de l'idée que des chevaux, un cavalier, ça allait avec les sagas nordiques. Et puis j'ai étudié les conditions de voyage en Norvège, donc il n'y avait pas de chemin de fer, pas d'hôtel, pas de diligence. Mais en fait, il fallait emprunter une carriole tirée par des chevaux norvégiens, et les chevaux norvégiens, on trouvait les chevaux frais norvégiens dans des fermes qui étaient identifiées comme des relais de poste. Voilà, donc c'était un peu toute une aventure d'atteindre la bonne ferme, d'obtenir des bons chevaux, le bon conducteur, qui souvent apparemment était ivre, et d'aller jusqu'à l'étape suivante. Je continue de véhiculer les clichés sur les paysans norvégiens, donc je ne devrais pas raconter ces anecdotes. Et donc en sachant ça, j'ai regardé d'un peu plus près ce tableau, et peut-être que vous le verrez sur ce détail, mais non, pas tellement. Mais en fait, c'est pas un noble cavalier, mais c'est un paysan norvégien avec son bonnet rouge, très noble quand même, qui apporte une monture pour des peintres qui attendent désespérément, au fond, de pouvoir repartir à bord de leur carriole. Il faudra aller voir le tableau à Düsseldorf pour vraiment voir le détail. Il est en réserve, mais j'espère qu'il sera... Il y avait quelques problèmes d'accrochage quand j'y suis allée, mais peut-être que maintenant il est à nouveau présenté. Alors pourquoi beaucoup de peintres partent de Düsseldorf en particulier ? C'est une académie qui attire les peintres, donc il y a un vivier important, mais c'est aussi une académie qui attire les peintres norvégiens puis suédois qui viennent se former en Allemagne et y faire carrière. Et parmi ces peintres suédois, il y a Hans Fredrik Gude, qui peint ici avec son compatriote Adolf Tiedemann, qui est plutôt peintre de genre, ce paysage de fjord, la traversée de la Mariée à Hardanger, qui était une véritable icône au milieu du 19e siècle et qu'il est redevenu aujourd'hui, si je peux m'avancer, puisque en tout cas pendant longtemps sur la page d'accueil du Musée national d'Oslo, c'était ce tableau qui apparaissait. Maintenant c'est le nouveau bâtiment flambant neuf qui est présenté. Et je vous présente un dernier peintre qui a voyagé avec Gude.
en 1843, donc August Loy, un autre peintre de l'école de Düsseldorf, qui explore ici le gigantisme des paysages norvégiens, avec une insistance sur la verticalité, des ruptures d'échelle, et lui aussi une attention fine à la luminosité et au poudroiement lié à l'humidité de la cascade. Donc comme vous le voyez, il n'y a que très rarement des paysages du Grand Nord, très rarement des paysages de glace et de neige. Bon, là, je ne vous en ai pas montré, mais il y en a très peu. Et principalement, donc, des naufrages sur les côtes hostiles de Norvège, des cascades, des fjords, des paysages de haute montagne rapportés, donc, comme on le disait précédemment, du sud de la Norvège et de la Suède. Et il y a de moins en moins de brume et même des paysages ensoleillés qui ne laissent rien échapper au regard du spectateur. Si je reviens sur ce tableau, c'est frappant. Enfin, il faut un peu mettre son nez dessus, mais en fait, on voit, par exemple, les algues qui affleurent sous la surface de l'eau du fjord, et on atteint les cimes couronnées de glaciers qui scintillent sous la lumière du soleil. Donc, c'est l'époque de l'essor des voyages, et en particulier des voyages artistiques, et les paysagistes sont encouragés à travailler en plein air et à réaliser des études non seulement dessinées, mais également peintes sur le motif, avant de réaliser le travaux finis en atelier. La destination légitime, c'est pas la Norvège, vous le savez, mais c'est plutôt l'Italie, où non seulement les conditions météorologiques sont meilleures, mais en outre, il y a le précédent des grands classiques du paysage, comme Nicolas Poussin et Claude Lorrain. Donc ces peintres, lorsqu'ils se rendent en Norvège, ils renoncent ou retardent pour un temps le traditionnel voyage en Italie. C'est qu'ils revendiquent une autre filiation que celle de Poussin ou de Claude Lorrain, celle d'Allard van Everdingen et de Jacob van Ruysdael, eux aussi des peintres du XVIIe siècle, mais qui ont fondé leur succès sur des paysages nordiques dits scandinaves, faits de cascades, de rochers, de hauts pins, souvent sauvages, avec peu de présence humaine. Et il faut imaginer l'avidité avec laquelle les peintres de mon corpus regardent ces paysages nordiques qui leur offrent un précédent et une légitimation pour tourner leurs pas vers le nord plutôt que vers le sud. Ainsi, tous ces peintres germanophones et scandinaves s'observent, s'échangent des conseils, et on l'a vu à travers l'exemple, par exemple, de Gude et August Loy, ils voyagent ensemble. Le contexte est ainsi favorable au départ vers le nord scandinave, même si le voyage est difficile et éprouvant. Mais comme l'évoquait Franz Nerlich, il y a plein d'éléments pour enflammer l'imagination, donc la redécouverte des sagas nordiques, les précédents de Johan Christian Dahl, puis de Andreas Achenbach, qui sont vraiment ceux qui alimentent le plus les expositions et qui fondent le plus leur carrière sur ces paysages nordiques. Puis il y a aussi plusieurs romans norvégiens qui exaltent la figure du paysan norvégien, encore libre dans sa nature préservée, et paysan norvégien donc reconnaissable à son bonnet rouge, et qui est vu à l'époque comme un descendant des Vikings. Donc, il y a aussi tout l'imaginaire qui se forge à ce moment-là autour de l'histoire nordique et des Vikings. Mais je suis plutôt redescendue au niveau de l'expérience du voyage, puisque ce sont des paysages fondés sur le voyage, pour reconstituer les itinéraires, les conditions de voyage et les conditions de pratique sur le motif. Donc il faut imaginer les peintres se trimballant leur matériel pour dessiner et peindre. Donc les pigments qui sont mis dans des vessies de porc, bon ça c'est la pratique, mais qu'il faut emporter jusqu'au fjord, et donc il faut qu'elles résistent au chaos de la carriole. Ils peuvent peindre sur des feuilles, donc aussi bien dans des carnets d'esquisses ou dessiner que sur des feuilles de relativement grand format, parfois il peut y avoir des feuilles de 50 cm de long. Il faut échapper à la pluie, je le disais, trouver le bon endroit pour avoir le meilleur point de vue ou les détails les plus intéressants dans des paysages qui jusque-là n'étaient
parcouru principalement que par les scientifiques, les fonctionnaires norvégiens ou suédois ou danois, les commerçants, les militaires, mais très peu par les artistes. Voilà, donc ma thèse donc, se déploie en 3 parties que je garderai peut-être pour la publication. Ce sera tout le travail de réécriture, on verra ce qu'il en ressortira. Une première partie où je confronte l'expérience du voyage et les imaginaires nordiques. Une deuxième partie où je m'attache à la réinvention en atelier d'un paysage nordique typiquement scandinave et qui s'ancre dans les imaginaires, à travers donc une typologie de motifs que j'ai déjà évoqués, la cascade, la haute montagne, le fjord par exemple. Et une dernière partie dont la chronologie s'étire jusqu'à la fin du XIXe siècle est consacrée au discours critique et historiographique suscité par les tableaux étudiés, que j'ai appelés « Où placer le Nord ?», puisqu'il s'agit dans tous ces discours structurés par l'opposition entre le Nord et le Sud, de trouver la place accordée à ces paysages scandinaves nordiques, mais qui suscitent un peu l'embarras d'auteurs très soucieux de classement, et qui sont tantôt trop nordiques, trop romantiques, trop réalistes. Mais c'est justement là l'un des principaux résultats de ma thèse. Cette opposition entre le Nord et le Sud ne suffit pas pour rendre compte de ces paysages, puisque ces imaginaires nordiques, renouvelés par la découverte picturale de la Scandinavie, reposent sur des regards et des circulations à l'échelle européenne. Donc c'est vrai pour les cascades, puisqu'on imagine bien trouver des cascades aussi bien en Norvège que dans les Alpes, ou ailleurs en Allemagne, ou en Europe. Mais c'est aussi vrai, l'émulation est aussi européenne pour le motif des fjords, puisque ces recherches sur le contraste entre l'horizontalité de l'eau, la verticalité des montagnes, les reflets de la lumière, eh bien, ce sont des recherches qui peuvent aussi être faites à partir de paysages, par exemple, de lacs alpins. Et d'ailleurs, beaucoup de peintres de mon corpus qui ont peint des fjords ont aussi peint des lacs alpins, ce qui donne lieu parfois à des histoires ou à des expériences savoureuses, comme celle de Louis Gurlitt, dont je vous parlais en préambule, donc qui, en 1835, il expose à Munich une vue de fjord Hardanger, très bien, et l'année suivante, qui présente à Copenhague une vue du lac Hintersee près de Berchtesgaden. Et si vous observez bien les 2 tableaux, vous reconnaîtrez les mêmes profils de montagne sur le côté gauche. Donc un paysage qu'il présente comme un fjord en Bavière et comme un lac alpin à Copenhague pour jouer sur le goût pour ces paysages et l'attraction du lointain, à partir d'une même typologie donc de montagne et d'eau, avec un premier plan habillé différemment. Cette thèse s'inscrit dans un intérêt renouvelé pour l'histoire et les œuvres issues de ces régions scandinaves. Et donc mon ambition, que j'espère aussi accomplir en publiant cette thèse, c'est véritablement de proposer une histoire de la peinture de paysage et de l'étude sur le motif à l'échelle européenne, puisque j'ai montré que la Scandinavie est aussi un laboratoire pour ces pratiques nouvelles sur le motif et appuyées sur le voyage. Donc peut-être, à propos du renouvellement du regard porté sur ces régions, peut-être que vous avez vu les expositions sur Eckersberg à la Fondation Custodia, qui est l'un des peintres à Copenhague, ou au Petit Palais, l'exposition consacrée à l'âge d'or danois, dans lequel étaient présentés des tableaux de Louis Gurlitt. Au Louvre, peut-être que vous connaissez les 2 salles consacrées à l'école allemande et scandinave du XIXe siècle, dans l'aile Richelieu, donc sinon Courresi, pour y voir notamment les esquisses peintes par le peintre norvégien Peder Balke pour le roi Louis-Philippe, qui, avant qu'il ne soit roi, est allé au Cap Nord. Et également aller au Louvre aussi pour aller voir, je ne peux pas m'empêcher de montrer ce tableau à chaque fois, les paysages du Spitzberg, ce paysage du Spitzberg de François Auguste Biard. Voilà, peint de retour du Spitzberg. Donc l'ambition
de cette thèse, et à laquelle contribuera grandement la publication, c'est de redonner à voir ces paysages qui... c'est pas seulement qu'ils sont peu présents en France et difficiles à voir en France parce que principalement dans les collections allemandes et scandinaves, c'est qu'aussi ils sont difficiles à voir et à regarder. J'en ai fait moi-même l'expérience au début de ma thèse. Parce qu'ils ne correspondent pas aux imaginaires nordiques, à l'image du Nord qui a été forgée autour de 1900, autour de la redécouverte des œuvres de Caspar David Friedrich et des paysages des nouvelles avant-gardes norvégiennes et suédoises. Et c'était vraiment l'ambition de ma thèse que de parvenir à faire voir et à porter un regard un petit peu naïf, non pas naïf, enfin libéré des stéréotypes sur ces paysages parfois déroutants. Et j'espère y parvenir aussi auprès des lecteurs et des lectrices de la future publication. Et donc j'ai travaillé à montrer les jeux de reprise, de répétition, de variation, sans les réduire justement à seulement des répétitions, mais aussi en mettant en valeur la maîtrise et l'inventivité du travail de composition de ces peintres qui vraiment mettent au point des stratégies visuelles qui sont reprises, y compris par certains peintres américains comme Albert Bierstadt, qui étudiait à Düsseldorf pour peindre à son tour des paysages peu représentés, ceux de l'Ouest américain. Et j'ai aussi mis en valeur l'acuité de leurs observations, à rebours de tout ce qui leur a été reproché à la fin du XIXe siècle. Donc Franz Nerlich parlait des glaciers. Je vous montre ici une étude de Frédéric Gude d'un glacier qui surplombe le fjord à Hardanger, où l'on peut voir donc l'étude précise de la manière dont la calotte glaciaire se place sur le relief, les langues qui s'en écoulent. Et vous pouvez aussi noter une petite stratégie pour gagner un peu de temps lors de l'étude sur le motif, c'est l'utilisation d'un papier brun qui permet l'usage de la réserve, c'est-à-dire que pour la montagne, il n'y a pas besoin d'appliquer de la peinture pour susciter le relief. Quelques petites touches suffisent à susciter le relief grâce à ce brin qui sert de couleur du motif lui-même. Bon, je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà. Et donc ces glaciers, ou également ceux peints par Johan Christian Dahl aussi, ou par un peintre norvégien, bon je vous dis son nom, mais il s'appelle Johannes Flinto, mais il était resté à Oslo, mais il a aussi peint de nombreux glaciers. Et ces glaciers sont observés aujourd'hui et interprétables par les glaciologues. Et aujourd'hui ou hier, il y avait justement une conférence d'un de ces glaciologues suisses, monsieur Nussbaumer, justement sur l'usage qu'un glaciologue peut faire de ses œuvres artistiques, mais fondées sur l'observation, sur le motif et le souci de vérité et de restitution de la morphologie et des formes de la montagne et glaciaire. Un autre point que j'ai relevé, c'est l'utilisation, donc dans ce souci de caractérisation de paysages nordiques scandinaves, l'utilisation donc de l'introduction de rennes, qui sont toujours des petits détails, c'est pas de la peinture animalière, donc des petits détails dans le paysage. Peut-être que vous les distinguez au tout premier plan. Il y a deux petits rennes. Alors, on peut penser, voilà, un transfert iconographique. On passe des cerfs de la forêt allemande aux rennes de la haute montagne norvégienne ou de la taïga du Grand Nord. Mais ce n'est pas seulement cela. Remarquer ces rennes, ça permet, dans le paysage, ça permet aussi, comme je l'ai fait dans ma thèse, et c'est un point qui m'a vraiment, auquel je me suis vraiment attachée, à réfléchir à la question du sauvage, à la construction de ce paysage du Nord comme un univers sans l'homme, pour reprendre le titre d'un ouvrage de l'historien de l'art Thomas Schlesser. Et en fait, ces imaginaires d'espaces vides, sauvages, qui sont habités seulement par les animaux, comme c'est le cas dans ce paysage. C'est aussi un imaginaire problématique dans l'association avec le Nord.
trop facilement reconduit pour le Grand Nord, puisque en fait le Grand Nord est bel et bien habité, donc il est habité par les Samis, qui sont aussi représentés par certains de mes peintres, mais qui sont trop souvent oubliés dans toutes ces études et ces analyses des imaginaires du Grand Nord, qui, voilà, les Grands Nord, c'est comme les grands espaces, c'est comme l'Ouest américain, mais en fait non, il y a bel et bien des habitants. Et voilà, c'est un point que j'aimerais aussi creuser après ma thèse. Enfin, je suis déjà après ma thèse, mais à l'avenir. Voilà. Donc pour conclure, je voulais redire qu'en écrivant puis en publiant cette thèse bientôt, je n'entends pas, mon but ce n'est pas de réhabiliter des artistes injustement oubliés, mais bel et bien de donner à voir et donner à élucider pour elles-mêmes des œuvres qui ont été longtemps considérées ou bien comme des chaînons dans la chaîne d'une histoire de l'art qui irait vers une modernité ou des renouvellements venus du Nord, ou bien comme des impasses. J'espère ici que l'on pourra reconsidérer ces œuvres pour elles-mêmes, et aussi envisager les imaginaires nordiques non pas comme étant unifiés par l'histoire, la mythologie, la langue, tous ces grands discours qui ont été portés sur le Nord, mais montrer que ces imaginaires sont à la fois versatiles et fortement investis par les artistes, puissamment évocateurs, mais jamais figés et toujours renouvelés par les circulations et les pratiques artistiques à travers les frontières. Voilà.